premier symbole que l'on va rencontrer, c'est celui du corps humain. Alors, le corps humain, c'est simple, il y a ce petit bonhomme chinois, là il y a la tête, ici il y a les jambes bien ancrées sur le sol, une base carrée. Vous savez qu'en général, pour représenter le ciel, symboliquement, on utilise un cercle, parce que c'est ce que l'on constate sur l'horizon. Et puis, quand on parle de la terre et de la matière, on utilise un carré, donc une base carrée. Et puis, au milieu, dans le... pardon, je vais trop vite, là. Dans la base ici, les Chinois, eux, le petit bonhomme chinois, ils mettent une croix, qui est le même symbole que les chrétiens. Quand on parle de... Vous savez, la croix, elle est dans toutes les traditions. Vous allez dans les Andes, il y a la croix des Andes. Vous allez chez les chrétiens, il y a la croix. Vous allez chez les Chinois, il y a la croix. Ça représente l'équilibre entre le ciel et la terre, et la capacité que l'être humain a à se mettre justement dans un axe vertical et après à distribuer. On est les seuls animaux à se tenir comme ça. Les autres n'ont que l'axe vertical. Et cette dimension symbolique de l'être humain, en fait, on va vous retrouver dans la tradition avec les 3 niveaux décrits par la philosophie, par les Grecs, hein, ça vient de la Grèce, cette façon de voir la Trinité, corps, âme, esprit. On l'a défini comme ça. Et pour qu'on soit concret, parce que j'en parlais encore avec quelqu'un tout à l'heure, la Trinité expliquée par les chrétiens avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est assez difficile à comprendre, parce que même avec les définitions, on a du mal à comprendre de quoi il parle. Alors corps, âme, esprit, si vous ramenez à ce que vous connaissez, c'est-à-dire votre dimension quotidienne, vous avez des actions physiques, c'est le corps, vous avez des ressentis émotionnels, hein, c'est l'âme, et puis vous avez des pensées, c'est l'esprit. Donc vous avez vos 3 dimensions qui sont en fait dans votre corps symboliquement représentées par 3 formes d'énergie, une énergie physique, une énergie émotionnelle, une énergie mentale. Je dis énergie, mais ce n'est pas un mot vraiment approprié, mais on va parler comme ça. Et si vous détaillez un petit peu, vous allez vous rendre compte que l'évolution humaine, enfin l'évolution du cerveau par exemple, passe par 3 stades. Il y a le cerveau reptilien, qui est un cerveau qui va diriger toutes les fonctions automatiques du corps. Vous avez un cerveau limbique qui gère l'émotionnel, et puis vous avez un cortex qui va gérer l'intellect. Et l'être humain, lui, va un petit peu plus loin, et que le cortex est plus développé que chez les animaux. Et vous avez les animaux instinctivo-moteurs, les sauterelles, les animaux comme ça, qui n'ont qu'un cerveau reptilien. Ça va? Donc c'est l'évolution. Et quand on va voir en médecine ce que ça donne, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 types de médecine. Il y a une médecine du corps qui s'occupe des symptômes dans le corps, symboliquement, et la médecine du corps, sa préoccupation, c'est de prendre les malades, ils viennent avec un symptôme, et de faire en sorte qu'ils repartent ou que leurs symptômes disparaissent. Toutes les médecines du corps font ça. C'est-à-dire, la personne a mal au foie, il faut qu'elle n'ait plus mal au foie. La personne a une entorse, il faut qu'elle n'ait plus d'entorse. Ça va? Et dans la médecine du corps, vous avez bien sûr des médecines allopathiques et des médecines douces, comme ici sur les salons, vous avez toutes sortes de propositions de médecine alternative. Il n'empêche que toutes, elles ont la même réflexion, moi je dis le même paradigme, c'est que le patient vient se plaindre d'un symptôme et il faut donc que son symptôme disparaisse. Peu importe le moyen. Ça va? Ça peut être la chirurgie, ça peut être une manipulation, ça peut être un médicament, ça peut être de l'hypnose, peu importe. On va essayer de faire disparaître un symptôme du corps. Parallèlement à ça, il y a une médecine qui s'est développée depuis plus de 100 ans, qui est une médecine de l'esprit, une psychothérapie, psychiatrie, etc. Et ces médecines de l'esprit, elles se situent donc au niveau intellect, et leur but à elles, ce sont de s'occuper des phénomènes psycho-émotionnels, et en tout cas d'essayer de faire en sorte que les gens aillent mieux dans leur tête, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils soient moins stressés, qu'ils aient une bonne estime d'eux, qu'il n'ait pas de pensées qui tournent et qui les embêtent, etc. Ça va? C'est clair?
Voilà, les deux médecines qui existent. Et dans les deux médecines, vous avez à la fois des médecines classiques, on va dire, officielles, et puis à la fois des médecines parallèles, douces, etc., vous appelez comme vous voulez, ou des médecines anciennes qui vont utiliser ces mêmes créneaux, hein, ils sont sur les mêmes choses. Et la question alors est le lien entre les deux, puisque maintenant tout le monde se pose la question de dire oui, mais les symptômes du corps viennent du psychisme, hein, ce qu'on appelle psycho-émotionnel. Et donc toutes les médecines sont en train de plus ou moins de dire les causes dans le corps n'existent pas, ou en tout cas elles sont toujours en lien avec des causes psychiques. Une personne déclenche une maladie, oui, mais même un rhume, même une grippe, oui, mais il y a un facteur psychique qui est intervenu à un moment qui a fait que le terrain s'est dégradé et donc que le virus est entré, par exemple. Ça va? Donc tout le monde est un peu sur ce créneau-là maintenant. Avec la question, pourquoi est-on malade? Alors donc, il y a les facteurs externes, le virus. Hein, on dit, bon, on est malade parce que la grippe, ça vient, on dit c'est la faute au virus de la grippe. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, non, ce sont des facteurs internes qui vont être les facteurs prééminents et qui vont faire que la personne tombe malade. Alors, c'est le grand débat sur les cancers, par exemple, avec le décodage biologique et de savoir est-ce que ce type de maladie qui se développe énormément est dû uniquement à des facteurs internes, mais à des facteurs externes, mais à ce moment-là lesquels on a du mal à trouver, hein, puisqu'on n'a pas trouvé un facteur qui puisse expliquer à lui seul les maladies, ou est-ce que ce sont des facteurs internes? Et à ce moment-là, on est en train de dire il faut trouver une médecine qui fasse corps et esprit. Et nous, on arrive avec la médecine symbolique. Et on se situe au milieu, c'est-à-dire, pour nous, les facteurs internes et les facteurs externes existent bien, mais ne peuvent pas être les seuls à expliquer les choses. C'est-à-dire, on peut, si je prends le cas d'une grippe, on peut dire c'est un facteur externe, donc il faut prendre un antibiotique ou un anti je sais pas quoi, ou un produit doux, des médecines douces, hein, qui permettent d'attaquer le virus. Ou alors, on peut dire ce sont des facteurs internes, mais encore une fois, ça va être limité, et parce que ces deux types de médecine ou ces deux types d'approches rencontrent toutes un obstacle, qui est d'ailleurs décrié chacun, parce que les deux médecines ont tendance à s'opposer, vous avez vu ça peut-être. Les gens qui soignent le corps disent pas des choses sympathiques de ceux qui s'occupent du psy, et puis ceux qui s'occupent du psy critiquent beaucoup ceux qui s'occupent du corps. Bon, enfin bref, ils ne sont pas très en collaboration. Hein. Et la question, c'est la place de la médecine symbolique là-dedans. Alors, en fait, nous, on va dire, eh bien, les origines, elles seraient peut-être karmiques. Bon, ça, c'est un gros mot. Je ne sais pas si vous êtes capable d'entendre ça. Parce que si on parle de facteurs externes, on parle de choses connues. Hein, les virus, les bactéries, tout ça, les pesticides, les polluants, on les observe, on les mesure, on sait ce que c'est. Et on sait comment les faire disparaître, à peu de choses près. Hein, il faut quand même être réaliste. Si on parle des facteurs internes, on parle maintenant de choses très connues aussi. Parce que la psychologie, la sociologie, la psychiatrie, on a beaucoup détaillé les phénomènes mentaux et les phénomènes psy, et on sait à peu près de quoi on parle, sans pour autant, encore une fois, savoir quelque chose, ce n'est pas le faire disparaître. Hein. Ce n'est pas parce que je sais, comme disait Woody Allen, qui disait avant ma psychanalyse, j'étais malade, je ne savais pas pourquoi. Après ma psychanalyse, je suis toujours malade, mais je sais pourquoi. Voilà, la différence, c'est juste une histoire d'avoir mis dans la case là-haut au niveau facteur interne. J'ai mis un certain nombre d'explications, mais ce n'est pas pour ça que la maladie disparaît. Alors nous, on va mettre une autre hypothèse qui est ce mot karmique. Alors le mot karma, il faut l'expliquer parce qu'il vient de l'Inde, et la notion de karma, c'est un peu à rapprocher en Occident de la notion de destin.
Et quand on l'entend comme ça, on va dire si quelqu'un a une maladie d'origine karmique, ou si les phénomènes qui apparaissent sont d'origine karmique, eh bien, on ne peut rien faire. C'est un peu ça dans l'esprit des gens. En fait, ça ne veut pas dire du tout ça. Karmique, ça veut juste dire que c'est quelque chose à dépasser. Nous, on dit le karma, c'est un phénomène, c'est comme une question, et la question, vous devez y répondre, vous devez trouver une réponse. C'est un peu un rébut, un questionnement, et si vous répondez, le karma disparaît, si vous ne répondez pas, et il repose la même question. Le problème, c'est qu'en général, quand il y a quelque chose qui arrive, que ce soit une grippe, je vais trop vite, que ce soit une grippe ou autre chose, nous, on cherche des facteurs externes, on cherche des facteurs internes pour se débarrasser de la grippe. Dans la salle, tout le monde fait ça, hein, moi aussi. Hein. Dès que j'ai mal quelque part, ma première pensée, mon mental, tout de suite se focalise sur comment faire disparaître cette douleur, comment faire disparaître cette maladie. Et la problématique de dire c'est karmique, eh bien, ça ne va pas du tout traiter le problème. Parce que si c'est une problématique d'ordre existentiel, j'utilise un autre mot exprès, si c'est une problématique d'ordre existentiel, eh bien, le fait de vouloir se débarrasser du problème, c'est un peu comme on dit en boutade, quand le voyant de l'huile s'allume dans ma voiture, je n'ai pas envie d'ouvrir le capot, j'arrache le fil et je continue à rouler. Bon, voilà. On fait tous ça quand on s'occupe des facteurs externes et internes, mais on ne s'occupe pas de ça. Et qu'est-ce que la voiture est en train de me dire ? Je n'ai pas envie de m'en occuper, en fait. Hein, c'est un peu ça. Donc le karma, c'est existentiel, et c'est quelque chose qui va nous chercher en profondeur, à un autre niveau que le simple psychisme. Ça va nous chercher ailleurs. D'où la phrase qu'on avait marquée il y a longtemps sur notre site, on ne peut pas guérir le corps sans soigner l'esprit, et le « et » il est en rouge exprès, on ne peut pas soigner l'esprit sans passer par le corps. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on prenne l'habitude en médecine de traiter les phénomènes dans un lien et pas séparément. Alors que jusqu'à maintenant, on n'a été que dans la division et la séparation. Il y a les spécialistes du corps, et il y en a plein, parce que chaque partie du corps est découpée en morceaux. Il y a des spécialistes de l'esprit, il y en a plein, chacun a son école, mais il n'y a pas le lien entre les deux, et surtout il n'y a pas ce lien au niveau existentiel. C'est-à-dire qu'est-ce qui se joue pour la personne au niveau existentiel. C'est là où on va se situer au niveau de la médecine symbolique et de ce qu'on peut appeler une médecine de l'âme, c'est-à-dire on va plus se préoccuper des facteurs existentiels que des facteurs purement psy ou des facteurs purement physiques. C'est bon, mais ils sont en lien. Alors, reprenons notre petit bonhomme et rajoutons les symboles que vous connaissez du masculin et du féminin, c'est-à-dire de ce qu'on appelle en énergétique le yang et le yin. On est obligé de revenir à l'énergétique parce que sinon on va rentrer dans des schémas socioculturels occidentaux qui sont difficiles à gérer pour comprendre ce que c'est que l'âme. Si on prend de manière énergétique, c'est beaucoup plus simple. Donc vous avez le ciel qui est ouvert là-haut, c'est la tête, avec le yang, et puis vous avez la terre, hein, à chaque fois, vous voyez, c'est ouvert vers le ciel, et c'est ouvert vers le bas, là, et c'est comme si l'homme était une sorte d'interrupteur symbolique entre la prise cosmique, on pourrait dire, et la prise tellurique. Ça va ? Et toujours avec notre corps, l'esprit, et l'âme, c'est quoi au milieu de tout ça ? Eh bien, en fait, par l'énergétique chinoise et puis par les traditions, on va mettre un mot. On ne va pas mettre un mot tout de suite, on va le mettre tout de suite, voilà, qui est la conscience. Et ce mot de conscience, c'est ce qui va faire la différence ou le lien entre les phénomènes psy en haut et les phénomènes physiques en bas. Et le mot de conscience, c'est quelque chose qu'il faut bien regarder et bien définir pour savoir quelle est la différence entre l'âme et l'esprit notamment. Parce que les gens confondent et on utilise le mot âme-esprit indifféremment et donc ça nous perd un petit peu. Donc on va essayer de faire une différence
Esprit, pour nous, c'est de l'information. C'est de l'information. Une information, c'est quelque chose... Vous savez, là, ce qui représente le mieux l'esprit, c'est ce qu'on a inventé en observant le cerveau, c'est l'informatique. C'est binaire, il y a un oui, il y a un non, il y a du 0 ou du 1, c'est binaire, et c'est une information. Ça fait une sorte de codage. Par exemple, vous avez un codage pour chaque chose qui se passe dans le corps, et si vous avez un virus qui arrive, on pourrait dire que le virus, quelque part, c'est un codage qui arrive et qui va s'imprimer dans une matière, qui va le nourrir. Le yin, ça nourrit, et ça va fabriquer le virus. Voilà. Mais c'est très froid. Vous voyez, comme discours, c'est très froid, c'est scientifique, c'est énergétique, c'est électronique, c'est informatique. Tous ces mots-là, vous voyez, c'est froid. On dit, il n'y a pas d'âme. On dit, il n'y a pas d'âme là-dedans. Et l'âme, elle va apporter une notion complètement, on va dire, de dimension humaine. Ce qui va faire la dimension humaine, en fait, c'est que l'âme, elle est reliée à ce qu'on appelle la conscience. La conscience n'est pas la connaissance. C'est pas savoir une chose, c'est une connaissance. En avoir conscience, c'est autre chose. Par exemple, je vous donne un exemple que j'aime bien, parce que je leur en veux un petit peu des fois, c'est ceux qui ont inventé le nucléaire. Ils ont une connaissance. Ils savent faire une centrale nucléaire, ils savent faire un réacteur, ils savent faire quelque chose de super puissant. Et voilà, ils savent s'éclater en plus en faisant ça, ils s'amusent comme des petits fous. Mais ils ont la connaissance des déchets nucléaires, ils ont la connaissance de la durée de vie de ce qu'ils vont produire, ça va durer 50 000, 100 000 ans, on ne sait plus. Mais ils n'ont pas la conscience de ce que ça représente. Vous voyez, une science sans conscience. Il n'y a pas de conscience. J'ai la connaissance, je sais, les chiffres. Moi, j'adore entendre quelqu'un d'EDF quand il dit on sait retraiter 95% des déchets, ou 98% des déchets. C'est un chiffre. Et quand on lui dit les 3% qui restent, les 3% qui restent, ils représentent de la pollution pendant des milliers d'années. Et ça, eh ben non, c'est un chiffre. C'est 3%, vous n'allez pas m'embêter avec 3% alors que je traite 97%. Vous voyez la différence entre une connaissance et une conscience? La conscience, il y a une dimension morale. Une dimension morale dans l'âme. L'âme, c'est ce qui fait la différence entre l'âme et l'esprit, c'est que dès qu'une pensée, il y a une connotation morale et on va dire collective, parce qu'on va voir que l'âme, elle a une dimension collective, en fait, ça devient différent d'une simple pensée. Ce n'est plus un raisonnement mathématique, c'est quelque chose qui devient humain. Et on n'est plus une machine, donc on n'est plus un robot. Ça va, vous voyez la différence? Et c'est important parce que je fais ça. Ce qui dirige là en haut, notre mental, je profite en même temps de la petite définition du mental, ça a la même racine que menteur, mental, menteur. On dit toujours ça, mental, menteur, c'est le même mot latin à l'origine. Donc le mental et le menteur, c'est la même chose. Hein. Et pour les Grecs, le mental, c'est dia, celui qui divise, à diabolos. On l'appelle diabolos, c'est ce qui a donné le mot diable, ce qui divise, qui sépare, qui désunit. Ça permet de faire des analyses, mais c'est quelque chose qui divise. Ce qui crée du lien, c'est au niveau du cœur et c'est l'âme. Et quand on regarde dans notre schéma, la conscience, elle va être en lien avec le corps et avec l'esprit. C'est-à-dire, elle va à la fois, et c'est la médecine symbolique, elle va avoir à la fois une dimension de compréhension au niveau de l'esprit et une dimension d'action au niveau du corps. C'est-à-dire, on ne peut pas dissocier tout ça. Si on reste juste dans une compréhension, on reste dans l'intellectualisation des phénomènes, mais on n'a pas de prise dessus. Et si on est juste dans l'action, on va agir, comme on dit, comme une mouche qui tourne dans son bocal, et ça n'aura pas de sens. Donc il faut que la médecine symbolique, elle se situe à ce niveau-là, pour que la conscience puisse à la fois toucher le corps, et à la fois toucher l'esprit. C'est l'idée un petit peu de la médecine symbolique. Je voulais vous le présenter comme ça, et puis surtout avec cette idée qui est énergétique pour nous, c'est que la lemniscate, c'est-à-dire ce qui représente l'infini et l'harmonie du yin et du yang, eh bien en fait, regardez le centre. Quand on regarde un homme,
eh bien en fait le centre de la lemniscate, il est au niveau de son cœur. Et toutes les traditions vous disent que, même les médecins maintenant, beaucoup de thérapeutes écrivent, tout le monde vous dit que la guérison se trouve au niveau du cœur. Hein, si les gens s'aiment, comme ils disent, on peut le dire comme ça, si les gens arrivent à toucher l'amour ici, effectivement, c'est la guérison. C'est un chemin, hein, on n'en est pas encore là. Mais voilà, l'idée de la médecine symbolique, elle est un peu résumée par ce schéma. Et on va voir que ce qui permet pour nous de toucher l'ensemble des trois de la Trinité, ça va être le symbole. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le symbole, ça permet d'inclure dans le visible la partie que l'on ne voit pas, la partie invisible. C'est-à-dire, ça va permettre d'agir sur quelque chose qui rassemble au lieu de diviser. C'est-à-dire, ici, vous voyez que le corps, vous voyez vous, moi, la maison, l'environnement, vous voyez tout de manière séparée. Le symbole, pour lui, justement, sa définition, c'est d'inclure la partie qu'on ne voit pas. Vous connaissez l'origine du mot symbole, non? C'était un mot grec aussi qui, à l'origine, on prenait un morceau, quand il y avait deux contractants, on prenait un morceau de poterie, on le cassait en deux, et chaque partie, chacun des contractants, gardait un morceau de la poterie. Puis quand on ramenait au moment où on voulait résoudre le contrat, on ramenait les deux parties, elles s'emboîtaient bien. Elles s'emboîtaient bien, donc ça montrait une origine commune. Donc la définition du symbole, c'est quelque chose qui montre une origine commune. C'est-à-dire, donc ça ramène au 1. Hein, c'est ça le symbole. Et c'est pour ça que le symbole a été beaucoup utilisé dans les religions, parce que c'est le seul moyen que l'humain a de parler de quelque chose qu'on ne voit pas. Et comme on parle de Dieu dans les religions et que Dieu on ne le voit pas, ou on l'imagine ailleurs qu'ici, eh bien en fait le symbole c'est un moyen d'en parler. Ça va? Bon. Jusque là vous suivez? C'est pas trop compliqué. J'ai essayé de faire pédagogique pour une fois. Là. Alors, toujours avec la même question, et c'est là où on va se différencier encore, est-ce qu'on est là pour faire disparaître des symptômes ou est-ce que nous sommes ici sur la planète pour obtenir un maximum de conscience? Parce que si vous êtes dans le schéma précédent, si vous voulez juste que votre corps aille bien, ça va, en Occident, on a quand même tout ce qu'il faut pour que le corps aille bien, puisqu'on a une bonne alimentation, on ne meurt pas de faim, on a du travail, on a même la possibilité de se faire des soins du corps que nos ancêtres ne connaissaient pas. Donc au niveau du corps, on devrait aller bien, ce n'est pas vraiment le cas. Au niveau de l'esprit, on ne devrait pas être stressé, puisqu'on n'a pas de soucis. Même quand on est au chômage, on gagne de l'argent. Il n'y a pas de... Vraiment, on est une société riche, on ne devrait pas être stressé. Pourtant, on se rend compte que, malgré ça, il faut aller visiter les pays étrangers. Hein. Les pays où il y a des problèmes de survie du corps, ou des problèmes, on n'a pas le temps de penser à autre chose que travailler, par exemple, hein, parce qu'il faut ramener de l'eau, et puis du bois, et puis de l'argent pour payer... Bon, ces pays-là, est-ce qu'ils vivent... est-ce que les gens vivent moins bien ou mieux que nous? C'est pas si évident. Quand on visite ces pays-là, c'est pas si évident. Parce qu'on va voir qu'effectivement, ici, au niveau de la conscience, ils peuvent avoir une conscience rayonnante, ils peuvent être bien, alors qu'ils ont des conditions de vie qui sont moins bonnes que nous, si on compare. Donc la conscience, c'est pas forcément lié à ces facteurs physiques et psychiques. Donc quand on va passer à cette question-là, est-ce qu'on veut faire disparaître des symptômes? Eh bien, nous, en Occident, on essaye de faire disparaître des symptômes, sans arrêt. Tout ce qui nous dérange, il faut le faire disparaître. D'ailleurs, il y a une sorte de... Les philosophes disent une sorte de tendance à valoriser que ce qui est beau, que ce qui est riche, que les gens heureux, enfin, une sorte de diktat du bonheur. Il y en a qui appellent ça comme ça, une sorte de dictature du bonheur. Et les gens qui, par comparaison, ne sont pas dans ce bonheur-là, sont laissés en marge de la société. Mais c'est quoi le bonheur? Eh bien, en fait, on va se rendre compte que plus vous allez vers cette conscience et plus vous allez vous satisfaire, c'est la sagesse, hein, plus vous allez vous satisfaire de ce que vous avez. En fait, c'est ça.
Le bonheur, c'est de se satisfaire de ce que l'on a. Et ça, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à obtenir. Parce que c'est une histoire de conscience. Si vous êtes dans la comparaison, par exemple, pour parler psy, si votre cerveau compare votre richesse avec celle de votre voisin, ou le statut d'un Français par rapport à celui d'un Allemand, ou je sais pas quoi, en fait, ce mode de réflexion, par la comparaison, nous amène à toujours chercher quelque chose qu'on n'a pas. Comme disait Gandhi, la planète est assez grande pour satisfaire tous les êtres humains, mais pas pour satisfaire tous les désirs des êtres humains. Parce que les désirs sont sans fin. Et il y a vraiment une question existentielle à se poser à ce niveau-là, c'est-à-dire obtenir un maximum de conscience, c'est quoi? Donc quand on va soigner quelqu'un en médecine symbolique, vous allez avoir une démonstration après, notre objectif n'est pas de faire disparaître le symptôme de la personne, quel qu'il soit. Ce n'est jamais l'objectif que l'on a en tant que praticien, en tant que thérapeute. On ne va jamais chercher à faire disparaître les symptômes. Le symptôme, par contre, va nous éclairer sur la problématique qui peut être derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce symptôme? Et on va toujours le passer au filtre de ça, c'est-à-dire quelle est la conscience de l'individu qui est étouffé et qui cherche à s'éveiller. Hein, on va le prendre comme ça, c'est-à-dire il y a un symptôme dans le corps ou un symptôme de psy qui est dérangeant, un comportement par exemple, et c'est juste une manifestation qui montre que derrière il y a autre chose de plus profond qui cherche à s'éveiller et qui est du domaine de l'âme et de la conscience. Si on arrive à toucher cette conscience, en fait, on peut tout soigner, même jusqu'à 30 secondes de la mort. Parce qu'à 30 secondes de mourir, la conscience peut encore changer. Le corps ne peut plus être soigné, les comportements psy ne peuvent plus être changés, la personne elle a été timide toute sa vie, elle sera encore timide dans 30 secondes. Oui, mais sa conscience peut encore changer. Ça veut dire que l'on peut intervenir dans tout type de problématiques, dans tout type de maladies, et avec une efficacité sur la conscience. Et alors si on prend les théories de l'âme, après je vais expliquer ça, mais en fait, on va voir que c'est très important. Pourquoi? Parce que la vie, apparemment, c'est ça. C'est un des cycles. La vie, c'est inspiration, expiration. Si je vous le présente comme ça, vous allez comprendre quelque chose de facile à conceptualiser après et à expliquer. Inspire, je nais. D'ailleurs, on est tous nés par un inspire. Et on va tous mourir en rendant notre dernier soupir. Bon, inspire, expire. D'accord. Alors, on retrouve nos polarités, c'est-à-dire que dans l'inspiration, je vis, dans l'expiration, je meurs. Quand vous expirez, vous allez vers la mort. Donc vous avez votre schéma inspire, je vis, expire, je meurs. D'accord? Et la symbolique du ciel et de la terre. Parce que vous avez le plus et le moins. Alors ce qui est marrant, c'est qu'actuellement on est sur la terre. Puisque nous sommes notre conscience, la conscience qui nous habite, en tout cas, si on ne dit pas notre conscience, la conscience qui nous habite, elle est bien ici, en ce moment. Ça vous fait pas peur? On est dans l'expire. Bon, c'est juste un truc. C'est quoi l'expire? En fait, le yin, pour les Chinois, et il faut le voir comme ça, vous avez deux énergies qui se complètent et qui sont opposées en même temps, c'est-à-dire le féminin et le masculin. Et vous avez donc le yin est une énergie qui concentre les choses. C'est-à-dire qu'ici, ma conscience, elle est concentrée dans un corps. Ce matin, on discutait avec une personne qui est dans la salle, là, qui a fait ce qu'on appelle une NDE. C'est-à-dire qu'à un moment, elle est sortie de son corps, elle a été déclarée morte. Vous savez ça, vous connaissez ces expériences de mort imminente, ils appellent ça. Il n'y a plus d'activité du cerveau. L'encéphalogramme est plat, il n'y a plus d'activité cardiaque, le cœur s'est arrêté, il n'y a plus d'activité respiratoire, bref, toutes les fonctions physiologiques sont arrêtées, donc la personne, théoriquement, elle est morte. Sauf qu'elle revient. Et après, elle décrit qu'elle est sortie du corps, et qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle s'est échappée à cette densité, et elle est allée dans l'opposé, c'est-à-dire dans quelque chose qui rayonne, c'est-à-dire sa conscience s'est dilatée, elle est sortie du corps, sa conscience s'est dilatée dans l'univers, et elle a vécu plein de choses que les gens racontent, avec des états de conscience modifiés, avec
comme on pourrait dire, enfin bon, des expériences, hein, puisqu'il s'agit d'expériences, la personne le ressent, et elle le ressent au niveau de la conscience, puisque son corps, lui, il est mort. Ça va? Mais la conscience n'est pas dans le corps, ça c'est gênant. Hein. Vous croyez que votre conscience est dans le cerveau? Erreur, grave. Votre conscience n'est pas dans le cerveau. Il y a des preuves qui existent, des faits qui existent. Par exemple, on avait vu un livre là, qui a été publié par un de nos éditeurs, où une personne était... il y a eu 2 personnes qui ont eu des accidents en même temps, une fille en scooter devant une usine, et puis une personne crise cardiaque dans l'usine. Ils ont appelé les pompiers, et quand ils sont arrivés, la fille en scooter était morte. Donc ils sont allés voir l'autre personne, qui était en crise cardiaque, donc coma, et quand elle est sortie du coma plusieurs jours ou semaines après, elle a commencé à délivrer pour les médecins, parce qu'elle disait qu'elle s'appelait autrement. Elle disait une autre identité. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'elle disait l'identité de la personne, être l'identité de la personne qui était morte dans la rue. Et jusqu'au point où elle a pu décrire qu'elle voyait sa mère, elle lui disait tu es ma mère, alors que l'autre lui disait mais je vous connais pas. Et elle lui disait mais si, sous le lit, à mon cahier intime dans lequel j'ai écrit ça, donc elle avait la mémoire de la personne qui était morte dans la rue. Donc techniquement comment ça se passe? C'est juste que l'âme de la personne est sortie du corps et elle est rentrée dans un autre corps. Ça s'appelle la transmigration des âmes. Alors bien sûr, ça paraît très allumé et très bizarre, mais si on a un fait qui montre ça, on ne peut pas dire que c'est une hypothèse farfelue. Ça peut être une hypothèse tout à fait réelle. Hein. Ça va? Ça voudrait dire que la mémoire n'est pas dans votre corps et elle n'est pas dans votre cerveau. Alors si elle n'est pas dans votre corps, dans votre cerveau, elle est où? Ben, on pourrait dire qu'elle est dans cette partie invisible que l'on nomme l'âme, justement. Avec ce circuit de l'âme qui a un coup de la conscience, je vais dire de la conscience parce que l'âme, on ne sait pas trop ce que c'est, mais la conscience, une fois elle est diluée comme ça, et une fois elle est concentrée ici, en un point. Et tous les jours, vous vivez ça. Parce que la nuit, votre conscience, elle s'évade dans le rêve, et le jour, elle est focalisée dans un corps. La nuit, quand vous rêvez, vous ne savez pas que vous êtes dans un corps. Votre conscience, elle est ailleurs. Elle est dans ce qu'on appelle l'esprit, le ciel. Donc tous les jours, on fait ce cycle-là, et on le fait aussi dans des vies entières, avec une rupture qui est la naissance, et puis une autre rupture qui est la mort. C'est-à-dire que la conscience, elle va passer du ciel, elle va naître, elle va rentrer dans un corps, elle va s'incorporer, et puis à un moment, elle va repartir par une autre porte qui s'appelle la mort. Vu comme ça paraît assez simple, puisqu'on vit ça tous les jours. Ça, c'est très taoïste, ce que je vous dis, c'est très taoïste, parce que les taoïstes disaient, ce qu'on observe ici, c'est la même chose, le microcosme et le macrocosme, c'est la même chose. Donc ce qu'on observe ici, c'est la même chose de l'autre côté. C'est un miroir, c'est tout. Donc ce qu'on observe en petit, c'est comme en grand. Donc si on regarde les cycles de la journée, eh bien on a la même chose sur les cycles sur une vie, sur 40 ans. Alors les Chinois, ils sont très très médecine symbolique, puisque tous les points d'acupuncture sont décrits par des idéogrammes et par des symboles. Et leur culture, elle est vraiment très très puissante de ce côté-là. Donc là, vous avez l'âme va naître, elle va descendre là, et ça va donner ce qu'on appelle, nous, en énergétique et en psychologie, un schéma d'involution. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez naître jusqu'à à peu près le milieu de votre vie, vous ne faites que vous incarner de plus en plus. Donc vous descendez, vous savez, hein, le bébé il est innocent, là, quand il est ici, il est encore en contact avec l'autre côté, donc on dit oh là là, ces bébés comme ils sont mignons et tout. Puis après, quand ils rentrent en maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, ça se densifie. Quand ils arrivent à la puberté avec la sexualité, l'énergie arrive au plus bas au niveau sexuel, donc là ça se densifie encore plus. Et puis après, on va construire une vie socio-culturelle jusqu'à 42 ans, à peu près la crise de la quarantaine. C'est des cycles de 7 ans, 6 x 7, 42. Où on va arriver ici, et après, on va recommencer une évolution. C'est-à-dire que la conscience, elle va être d'abord involutive, elle descend dans les ténèbres, comme on pourrait le voir comme ça, hein. Là, puisque là, la Terre, c'est sombre,
Là-haut, c'est la lumière, en bas, c'est sombre. Elle descend dans les ténèbres. Et là, elle va s'éveiller notamment par la crise de la quarantaine. On appelle ça l'inversion du karma. C'est-à-dire, si la personne n'a pas compris ce qu'elle était venue faire jusque-là, à 42, de toute manière, elle a compris. Parce que s'il y a des gens qui sont passés par la crise de la quarantaine, ouais, normalement, il y en a certains dans la salle. Si vous n'y êtes pas encore, rassurez-vous, ça viendra. Pour les autres, moi le premier, j'y suis passé tête baissée sans savoir ce qui m'arrivait et j'ai vécu la crise de la quarantaine comme beaucoup de gens. Ce sont des crises, on dit, très difficiles au niveau psycho. C'est vraiment des choses qui nous remettent tout à l'envers. Et après, on va commencer notre chemin d'évolution. Normalement, et c'est là où le bas blesse, c'est que normalement, notre conscience, ici, elle devrait grandir. Alors quand on voit l'état de nos personnes âgées dans les hôpitaux, et qu'on voit les adultes, même les seniors, là, redevenir des petits-enfants, qu'on traite comme des petits-enfants, alors il a pris son comprimé, le papy, là, alors la mamie, elle a fait... Hein, vous voyez comment on les traite, et comment ils sont au niveau de la conscience, éteints par toutes sortes de substances. Eh bien ici, on est dans une problématique très très grave, c'est-à-dire que plus on va vers la mort, plus on va vers l'inconscience, alors que ça devrait être le contraire. Si on regarde ce schéma, vous pensez qu'il est vrai ce schéma? Sinon, moi je vous fais un autre schéma. Là, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, jusqu'à votre mort. Mais là, pas d'espoir. Hein. Ça ne sert à rien d'être thérapeute ou de faire de la médecine symbolique, vous voyez ça? L'idée, c'est que normalement, et c'est là où moi je vous interpelle, et il faut que vous soyez tous aussi dans cette dynamique-là pour aller interpeller les autres dehors, c'est de dire, mais c'est pas normal que notre conscience soit mangée par les cigarettes, par la télévision, par les sucreries, par l'alcool, par le chichon, par je sais pas quoi, par les séries américaines. C'est pas normal que notre conscience soit abrutie, il faut le dire le mot, par des phénomènes comme ça. Et c'est intéressant parce que dans la deuxième conférence, on va vous parler avec Rose des phénomènes qui nous envahissent, justement, les phénomènes invasifs, hein, qui sont des énergies qui nous tirent vers le bas. Parce que là, vous avez des énergies, parce que ce sont des énergies, hein, c'est tout bête. Ici, vous avez des énergies qui nous tirent vers le bas, et là, vous avez des énergies qui vous tirent vers le haut. Et ces deux forces énergétiques, qui sont le yin et le yang, sont représentées dans la tradition chez nous par deux mots qui font réfléchir. Il y a les forces démoniaques, ils appellent ça, c'est-à-dire les démons, hein, on appelle ça comme ça chez les chrétiens. Chez les musulmans, on appelle ça les djinns. Chez les chinois, on appelle ça les kuai. Ce sont des forces qui tirent vers le mal, on appelle ça, hein, les forces du mal. Et puis vous avez des forces évolutives qui vous tirent vers le haut et qu'on appelle des anges et des présences spirituelles et tout ça. Et c'est comme si on était, nous autres, humains, des marionnettes, mais vraiment des marionnettes entre des forces qu'on dit nous positives ou négatives, mais c'est un discours, personnellement, moi je trouve ça gênant quelque part. Je ne sais pas vous, vous imaginez, si vous avez des forces qui vous tirent vers le bas, qui vous disent prends une cigarette et fume, prends un verre de whisky et bois, et puis que vous êtes obligé d'être aidé par d'autres forces qui vous disent mais non, arrête de boire, c'est pas bien, ça se fait pas. Vous êtes des enfants. Ça va, vous voyez cette image? Moi, il y a quelque chose qui me dérange au niveau de la spiritualité de l'âme, justement, quelque chose qui me dérange parce que ça voudrait dire que nous sommes restés à un stade infantile de conscience, c'est-à-dire par là. Et moi, j'ai pas envie de ça. Je vous dis carrément, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai ni envie qu'il y ait des anges qui viennent m'aider, ni envie que des démons viennent me tirer par les pieds, ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai envie de développer la conscience qui est en moi. Et la médecine symbolique, elle va s'attacher uniquement à ça. C'est-à-dire qu'en chaque être humain, il y a une conscience, et cette conscience, elle peut être influencée par des facteurs externes, positifs ou négatifs, peu importe, ça va rejoindre un petit peu la vision bouddhiste de la spiritualité, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'éveil, c'est-à-dire que la conscience à l'intérieur de la personne peut arriver à un stade de rien du tout qui est là ou qui est là, mais en permanence.
sans suivre ces cycles comme ça, vous voyez, sans faire ces yo-yo. Parce que vous avez, dans une vie, vous avez ce cycle en grand, mais dans le quotidien, vous l'avez sur 24 heures. C'est-à-dire, tous les matins, vous vous levez, vous êtes de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Vous regardez la météo, vous dites « Oh là là, sale temps !» et hop, c'est parti pour une sale journée. Mais c'est un choix que vous faites. Et là, quand on voit ce schéma évolutif comme ça, on va se rendre compte qu'en fait, nous avons des choix, mais notre conscience, elle est souvent obscurcie. Elle ne peut pas faire ses choix en pleine conscience, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous empêchent de faire nos choix consciemment, et c'est ça qui va nous intéresser en médecine symbolique. Et on parie, c'est le pari qu'on fait, hein, et qu'on va vérifier, c'est que c'est ça aussi qui crée les maladies. Parce que si la conscience ne peut pas s'exprimer correctement, ne peut pas faire ses choix en pleine conscience, je répète ça, eh bien en fait, il y a autre chose qui va se manifester. Si par exemple, moi, je plane, je suis un intellectuel, je réfléchis beaucoup et je marche en penchant la tête et je plane dans ma tête. Mais s'il y a une bouche d'égout qui est ouverte, je vais tomber dedans. S'il y a des épines sur le sol, je vais marcher dessus. Et s'il y a un poteau en face de moi, je vais rentrer dedans. Et en fait, est-ce qu'à ce moment-là, je vais accuser le poteau en disant « Ah ouais, mais il faut couper tous ces poteaux, les facteurs externes, il faut les supprimer. On va supprimer tous les poteaux, parce que moi, quand je marche, je ne vois pas où je vais. » Non. On va dire « Non, regarde à l'intérieur de toi. Ah oui, donc je vais regarder mes facteurs internes. » Et puis, au-delà des facteurs internes, après, je vais me rendre compte qu'effectivement, je ne fais pas mes choix. Et donc, je subis à la fois des phénomènes externes et internes que je ne maîtrise pas. C'est uniquement parce que ma conscience n'est pas éveillée, elle ne peut pas faire ses choix. Donc, il y a autre chose qui les fait à ma place. Des facteurs externes qui vont s'imposer à moi, ou des facteurs internes qui vont aussi s'imposer à moi. C'est clair pour vous? Vous voyez à peu près Bon, ben voilà, moi j'ai fini ma conférence.